Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui essaient de créer une tension avec des dizaines de couches de règles, des systèmes extrêmement lourds ou des parties qui deviennent presque des guerres d'usure autour de la table. Et puis il y a aussi les jeux qui arrivent à provoquer cette même montée de pression avec quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus lisible, mais aussi d'incroyablement plus vivant dans les interactions entre joueurs. Et honnêtement, Cyclades fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Parce qu'ici, avant même de parler de conquête, de métropole, de bataille, tout commence par les dieux. Par l'argent qu'on est prêt à sacrifier pour obtenir leur faveur. Par cette espèce de tension permanente où chaque joueur essaie de lire les intentions des autres avant même d'agir réellement sur le plateau. Et c'est ce que je trouve particulièrement fort dans Cyclades. Le jeu réussit à transformer quelque chose d'assez simple comme un système d'enchères en véritable moteur de toute l'ambiance autour de la table. On passe son temps à observer qui prépare une attaque, qui économise discrètement, qui va probablement essayer de construire une métropole au prochain tour, ou au contraire, qui essaie de survivre pour repartir plus fort au prochain cycle. Forcément, comme chaque dieu donne accès à des actions très spécifiques, chaque choix devient immédiatement lisible pour les autres joueurs. Le simple fait de voir quelqu'un miser sur Arès ou Poséidon suffit parfois à créer une énorme tension autour de la table avant le moindre déplacement. Derrière cette lecture permanente des intentions adverses, il y a aussi tout le côté contrôle de territoire qui fonctionne extrêmement bien. Les flottes deviennent essentielles pour relier les îles, pour déplacer ses troupes, protéger certaines positions ou complètement couper les autres joueurs de certaines possibilités. Du coup, même quand personne n'attaque directement, il y a toujours cette tension militaire qui est présente autour de la table. Et puis évidemment, il y a toute la partie mythologique qui donne énormément d'identité au jeu. Les créatures, les héros, les pouvoirs spéciaux, les interventions presque brutales de certaines cartes, tout ça vient régulièrement casser les plans établis et crée des moments très forts autour de la table. On est vraiment dans un jeu où la situation peut évoluer très vite, mais sans jamais donner l'impression d'être totalement chaotique non plus. Parce qu'au final, la majorité des décisions vient surtout du timing, de la gestion de ressources et de la capacité à anticiper ce que les autres vont essayer de faire avant vous. Et c'est probablement ça qui rend les parties aussi vivantes. Cette légendaire édition de Cyclades, éditée par Studio H, reprend donc ce grand mélange entre enchères, contrôle de territoire, gestion économique et affrontement mythologique dans des parties d'environ 1 heure à 1 heure et demie pour 2 à 6 joueurs à partir de 13 ans. Le jeu est signé Bruno Cathala, Ludovic Maublanc et il est illustré par Miguel Coimbra. Honnêtement, sa direction artistique participe énormément à l'immersion. On retrouve vraiment cette ambiance de mythologie grecque pleine de rivalité, de monstres, de cités qui cherchent à dominer l'archipel grâce aux dieux. Et ce qui est très agréable, c'est que malgré toute cette tension, le jeu reste très agréable et fluide à jouer. Les cycles s'enchaînent très vite, les actions sont lisibles, mais les décisions, elles, deviennent de plus en plus importantes au fil de la partie. Parce qu'au final, dans Cyclades, on ne gagne pas seulement avec ses armées, on gagne avec le timing, avec sa lecture de table, avec sa capacité à savoir quand investir, quand attaquer, parfois même quand accepter de laisser les autres vous battre pendant qu'on prépare tranquillement la prochaine métropole. Et du coup, maintenant qu'on a posé un petit peu l'ambiance générale du jeu et ce qu'il propose, on va regarder ensemble comment tout cela fonctionne concrètement. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Et maintenant qu'on a posé un peu l'ambiance générale de cette nouvelle édition de Cyclades, on va pouvoir regarder ensemble comment le jeu fonctionne concrètement autour de la table. On parlera de la mise en place, parce que le jeu utilise plusieurs systèmes qui vont rapidement devenir centraux pendant la partie. Notamment toute la gestion des dieux, des enchères, des déplacements entre les îles, et évidemment la construction des monopoles. Ensuite, on verra le déroulement complet d'un cycle, avec le fonctionnement des offrandes, des actions accordées par chaque dieu, les combats terrestres et maritimes, mais aussi toute la partie liée aux créatures mythologiques et aux héros, qui viennent régulièrement modifier le rythme. Je prendrai aussi le temps de revenir sur quelques précisions importantes et certaines règles un peu plus particulières, qui peuvent facilement avoir un impact pendant une partie. Puis comme d'habitude, une fois toute l'explication terminée, je reviendrai plus tranquillement sur mon avis complet concernant le jeu, son rythme, les sensations qu'il crée autour de la table et le type de joueur avec lequel il fonctionne selon moi particulièrement bien. Bienvenue dans l'archipel des Cyclades, un territoire de légende où les grandes factions cherchent à imposer leur domination sous le regard des dieux antiques. Pendant toute la partie, chaque joueur va développer son influence à travers les îles de l'archipel, recruter des troupes, déplacer des flottes, construire des bâtiments et tenter de faire émerger de puissantes métropoles, véritables symboles de suprématie. Mais pour y parvenir, il faudra également composer avec les dieux, puisque ce sont eux qui accordent les différentes actions disponibles à chaque cycle. Les joueurs devront donc gérer leur ordre avec attention, anticiper les choix adverses et remporter les enchères au bon moment pour obtenir les pouvoirs dont ils ont besoin. Le but du jeu est de démontrer la supériorité de sa faction. Pour gagner, un joueur doit contrôler 3 métropoles à la fin d'un cycle. Le jeu contient plusieurs types d'éléments qui seront utilisés tout au long de la partie. Tout d'abord, on retrouve ces grandes tuiles dieux double face. Une face représente les actions disponibles du dieu concerné, tandis que l'autre face masque ses actions. Le plateau en chair sert à placer les offrandes des joueurs pendant la phase d'enchère. L'archipel, quant à lui, est composé de tuiles recto-verso. Elles représentent des zones terrestres, des zones maritimes, ainsi que différents sites de construction. Le jeu contient également des pièces d'or. En dessous, vous avez les jetons cornes d'abondance, des cartes créatures mythologiques, des cartes héros, des cartes prêtresses et philosophes. Certaines créatures et certains héros disposent
de standees avec leur socle, le socle bleu étant pour le Kraken. Il y a également différents bâtiments de base. Vous trouverez les ports, les forteresses, les universités et les temples. Ici, des jetons métropole sont également inclus. Chaque métropole possède un bonus différent présent en 3 exemplaires. Ces jetons comportent une phase métropole, une phase bonus. Et bien entendu, chaque joueur a son propre matériel. Un pion offrande, des flottes, des troupes, des jetons de contrôle, ainsi qu'un paravent. Les éléments du jeu vont souvent être désignés à la fois par leur type et par leur fonction. Par exemple, carte philosophe ou jeton bâtiment. Mais lorsque cela ne crée aucune confusion, seule la fonction sera utilisée lorsque je vous expliquerai les règles. Par exemple, si je dis piocher un philosophe, cela veut dire piocher une carte philosophe. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau en chair sur le côté de la table. Placez ensuite les 5 grandes tuiles Dieu. Mélangez-les, puis placez les faces visibles sur les 5 emplacements situés au-dessus d'Apollon. Selon le nombre de joueurs, certaines tuiles doivent être ensuite retournées face cachée. À 4 joueurs, retournez face cachée la dernière tuile, celle la plus proche d'Apollon. À 3 joueurs, retournez face cachée les 2 dernières tuiles, et à 2 joueurs, les 3 dernières tuiles. Préparez maintenant les différentes pioches. Ici, vous allez mélanger les créatures mythologiques pour former une pioche face cachée, puis placez-la sur son emplacement dédié. Vous révélez ensuite les 4 premières cartes et vous les placez sur les emplacements libres de la piste créature. Faites la même chose ici avec les héros. Formez une pioche face cachée, placez-la sur son emplacement, puis révélez les 2 premières cartes sur la piste héros, ici et là. Vous placez les cartes philosophes et les cartes prêtresses sur leur emplacement respectif du plateau en chair. Vous allez regrouper ensuite le matériel commun. Les standees des héros et créatures, les pièces d'or, les jetons abondance, les jetons bâtiments de base, une pile de jetons métropole placés face bonus caché, et finalement les mercenaires. Prenez maintenant 2 tuiles archipel par joueur. Vous les assemblez librement au centre de la table afin de former la surface de jeu. Là, je ne les ai pas toutes mises, ça va surtout me servir à vous montrer des exemples et à vous expliquer les règles. Et comme vous voyez, vous en avez un nombre assez conséquent. Chaque partie va ainsi créer un archipel différent, avec sa propre configuration et ses particularités. Les faces recto et verso des tuiles archipel ne sont pas jouables ensemble. Il faut donc choisir une seule des 2 faces et l'utiliser pour toute la surface de jeu. Le plateau va ainsi être constitué de zones terrestres et de zones maritimes. Une ou plusieurs zones terrestres adjacentes, entièrement entourées de zones maritimes ou de vides, forment une île. 2 zones sont considérées voisines lorsqu'elles partagent une frontière commune. Ensuite, chaque joueur va récupérer ses jetons de contrôle, ses troupes de base, ses flottes, ainsi que son paravent. Tous ces éléments sont placés devant le joueur. Ensuite, chaque joueur reçoit 5 pièces d'or qu'il place derrière son paravent. Prenez ensuite les pions offrandes des joueurs et placez-les aléatoirement sur les emplacements de la piste au ordre du tour du plateau en chair. Pour les parties à 3, 4 ou 5 joueurs, la partie commence par un tour de placement composé de 2 rondes. Dans l'ordre de la piste ordre du tour, chaque joueur choisit 2 zones terrestres encore inoccupées, situées sur 2 îles différentes. Sur chacune de ces zones, il place un jeton de contrôle de sa couleur. Par exemple, je pourrais me placer ici et ici. Si une des zones choisies comporte une icône prêtresse, piochez une carte prêtresse. Après avoir choisi ces 2 zones terrestres, le joueur place également une flotte sur une zone maritime vide adjacente à chacune de ces zones. Donc, par exemple, je me placerai ici, ainsi que là. Pour le deuxième round de placement, cette fois, les joueurs jouent dans l'ordre inverse de la piste du tour. Chaque joueur choisit une 3e zone terrestre inoccupée, ici. Les autres joueurs placeraient bien entendu leurs jetons. Par exemple, un joueur se placerait là, là, et ensuite, par exemple, là et là. Ils placent également leurs troupes. Après, dans l'ordre inverse, qui est là-bas, on placerait les jetons comme je vais vous montrer. Une fois encore, après avoir placé le 3e jeton, vous placez également dans une zone vide une flotte. A noter que cette 3e zone terrestre peut se trouver sur une île où le joueur est déjà présent. Le joueur prend ensuite 3 troupes de base. Il les répartit librement sur les 3 zones terrestres qu'il contrôle. Après cela, il retire ses jetons contrôle. Les zones terrestres ne contenant aucune troupe resteront malgré tout sous le contrôle du joueur tant que personne ne les conquiert. Dans ce cas, le jeton contrôle reste en place. C'est-à-dire que si j'avais mis 2 troupes là, j'aurais laissé mon jeton ici. Une fois
Cette mise en place terminée, le premier cycle peut enfin commencer. Pour les parties à 2 joueurs ou les parties en équipe, des ajustements supplémentaires sont nécessaires que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Pour vos premières parties, vous trouvez également dans le livret de règles les îles recommandées à la fin du livret pour comment les constituer et comment mettre vos troupes. La partie se déroule en plusieurs cycles. Chaque cycle est composé de 6 phases, toujours résolues dans le même ordre. Initialisation du cycle, revenu, offrande, coup d'entretien, action, fin du cycle. Et une fois la phase de fin de cycle terminée, un nouveau cycle commence. L'initialisation du cycle. Cette phase est ignorée pendant le tout premier cycle de la partie. Lors des cycles suivants, vous commencez par vérifier les emplacements des héros. Si des héros ont été recrutés pendant le cycle précédent, certains espaces de la piste héros sont désormais vides. Il faut donc, à ce moment-là, le remplir immédiatement en révélant de nouvelles cartes depuis la pioche héros. Vérifiez maintenant les créatures mythologiques disponibles. Si une carte créature se trouve sur la case correspondant à 2 pièces d'or, c'est-à-dire celle-là, cette carte est défaussée face cachée. Les autres créatures sont ensuite décalées vers le bas afin de remplir les emplacements les moins chers. Une fois ce décalage effectué, révélez de nouvelles cartes depuis la pioche créature mythologique afin de compléter tous les emplacements restants. Imaginons qu'au cycle précédent, un joueur a utilisé les créatures placées sur les cases 3 pièces d'or et 5 pièces d'or. La piste doit maintenant être mise à jour pour le début du nouveau cycle. Cette carte sur l'emplacement 2 pièces d'or est défaussée. Cette créature descend sur l'emplacement 2 pièces d'or. Les emplacements 3, 4 et 5 pièces d'or sont remplis. À chaque cycle, tous les dieux ne sont pas forcément disponibles selon le nombre de joueurs. Apollon, lui, reste toujours disponible et sera toujours joué en dernier. Lors du premier cycle, les dieux ont été placés aléatoirement pendant la mise en place. À partir du deuxième, il faut réorganiser leur ordre au début de chaque nouveau cycle. Commencez par retirer le premier dieu du plateau en chair, c'est-à-dire celui situé le plus loin d'Apollon. Faites ensuite remonter tous les autres dieux d'un emplacement, puis replacez le dieu retiré tout en bas de la colonne sur l'emplacement le plus proche d'Apollon. Attention, selon le nombre de joueurs, le nombre de dieux visibles doit toujours rester identique. Dans la partie à moins de 6, retournez face cachée, le dieu déplacé sur l'emplacement du bas, puis retournez face visible, le dieu situé le plus haut parmi ceux qui étaient face cachée. Par exemple, ce dieu-là sort du plateau en chair. Tous les dieux remontent d'un cran. Ce dieu-là est retourné face visible, alors que celui-ci arrive là, face cachée. Ensuite vient une phase de revenu. Chaque joueur reçoit immédiatement des pièces d'or en fonction des cornes d'abondance qu'il contrôle sur le plateau. Pour chaque corne d'abondance présente dans une zone terrestre ou une zone maritime qu'il contrôle, un joueur gagne une pièce d'or. Une zone est considérée comme contrôlée lorsqu'un joueur y possède un jeton de contrôle, une troupe, une flotte ou un héros. Les pièces d'or gagnées sont conservées secrètement derrière le paravent du joueur. À noter que les jetons cornes d'abondance possèdent une face avec une seule corne et une autre face avec 2 cornes. Cela permet d'augmenter facilement la quantité de cornes présentes dans une zone sans encombrer le plateau. Pour obtenir les faveurs des dieux et accéder aux actions associées, les joueurs vont devoir sacrifier une partie de leur richesse sur forme d'offrande. Dans l'ordre indiqué par les pions offrandes sur la piste ordre du tour du plateau en chair, chaque joueur choisit un dieu, puis place son pion offrande sur la case correspondant au montant qu'il souhaite offrir. Chaque dieu ne peut accorder ses faveurs qu'à un seul joueur. Cela signifie que si un joueur souhaite choisir un dieu déjà sélectionné par un autre joueur, il doit obligatoirement proposer une offrande supérieure à celle déjà présente. Dans ce cas, le joueur prend la place et le joueur précédemment installé récupère immédiatement son pion offrande. Ce joueur doit alors immédiatement enchérir sur un autre dieu. Il est tout à fait possible qu'un joueur ainsi déplacé chasse à son tour un autre joueur d'un autre dieu. Tous ces déplacements doivent être entièrement résolus avant que le joueur suivant sur la piste d'ordre ne puisse jouer. Si un joueur est chassé du deuxième dieu qu'il avait choisi, il peut revenir sur son premier choix et renchérir à nouveau. En revanche, un joueur ayant fait une offrande à Apollon ne peut jamais être chassé. Il est également impossible de surenchérir au-dessus de 25 pièces d'or, comme indiqué ici. La phase d'offrande se termine lorsque chaque joueur possède son pion offrande sur un dieu différent. Une fois toutes les enchères terminées, les joueurs paient leurs offrandes. Chaque joueur dépense le nombre de pièces d'or indiquées par son offrande en tenant compte des éventuelles réductions accordées par les cartes prêtresses qu'il possède. Il est important de savoir, même si la quantité d'or de chaque joueur reste secrète derrière le paravent, il est interdit de faire une offrande que l'on ne soit pas capable de payer. Les dieux apprécieraient très peu ce genre de comportement. Prenons un petit exemple, que ce soit plus clair. Au début d'un nouveau cycle, Violet place son pion offrande sur l'emplacement 3 de Zeus, ici. Jaune souhaiterait construire un temple lors de ce cycle et décide alors de surenchérir sur Violet en se plaçant sur l'emplacement 5, comme ceci. Violet est donc chassé. Il doit immédiatement enchérir sur un autre dieu. Il décide
d'enchérir sur 1 avec Arès, en espérant que le joueur bleu n'essaie pas de le chasser. Le joueur bleu a absolument besoin de recruter et déplacer ses troupes. Elle va donc déloger violet en se posant sur un placement 7 de Arès. Violet doit alors immédiatement se déplacer et choisit de surenchérir, comme prévu, sur Zeus, sur la case 7. Comme ceci. Il chasse donc le joueur jaune. Jaune ne souhaite pas renchérir et se place sur un placement unique et gratuit de Apollon. Ensuite, les joueurs qui contrôlent les créatures mythologiques peuvent décider de les conserver d'un cycle à l'autre. Pour chaque créature qu'un joueur souhaite garder, il doit défausser une carte prêtresse. Au moment de ce paiement, il est également possible de déplacer chaque créature vers une zone voisine valide correspondant au type indiqué sur sa carte et ne contenant pas déjà une autre créature. Une fois les offrandes résolues et les dieux activés, il est maintenant temps pour les joueurs de réaliser leurs actions. Les dieux sont activés dans l'ordre déterminé au début du cycle, en commençant par le dieu situé le plus loin d'Apollon. Le joueur ayant remporté les faveurs de ce dernier dieu réalise alors toutes les actions associées. Son tour se déroule toujours en 2 étapes. Il doit d'abord effectuer les actions obligatoires gratuites du dieu. Puis, dans l'ordre de son choix, il peut réaliser les actions facultatives payantes de ce dieu. Les différentes actions facultatives peuvent être alternées librement. Quand un joueur a terminé l'ensemble de ses actions, il déplace son pion offrande vers le dernier emplacement disponible de la piste ordre du tour du plateau en chair. Le joueur ayant remporté le dieu suivant réalise alors ses propres actions, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les dieux aient été activés. Par exemple, ici, violet aura été activé et fait ses actions. Sur le 3, puis bleu sur le 2, et finalement jaune sur le 1. Maintenant, les choses vont bouger. Ne prenez plus garde à l'ordre, je vais vous expliquer les différentes actions des dieux. Commençons donc par Athéna. Son action obligatoire, gratuite, est construire une université. Le joueur place une université sur un site de construction situé dans une zone terrestre qu'il contrôle. C'est-à-dire que si je contrôle cette zone-là, je pourrais le placer ici. Un site de construction correspond à un emplacement d'une zone terrestre permettant de construire des bâtiments de base ainsi que des métropoles. Si aucun emplacement n'est disponible, le joueur peut soit renoncer à cette construction, soit retirer un des autres bâtiments de base afin de construire une université à sa place. L'université ne possède pas d'effet particulier, en revanche, elle fait partie des 4 bâtiments de base nécessaires à la construction d'une métropole. Car dès qu'un joueur possède sur l'ensemble des zones terrestres qu'il contrôle, ici, je mets les 4 bâtiments, un port, une forteresse, un temple, une université, il retire immédiatement ces 4 bâtiments afin de construire une métropole. Vous allez ensuite recruter un philosophe. Le joueur prend une carte philosophe et la place devant son paravent. Dès qu'un joueur recrute un 4e philosophe, il dépose immédiatement ces 4 cartes philosophes et construit une métropole. Ensuite, les actions facultatives payantes d'Athéna. Recruter un philosophe supplémentaire. Le joueur peut recruter un unique philosophe supplémentaire en payant 4 pièces d'or. Il prend alors une nouvelle carte et la place devant son paravent. Acheter des créatures. Le joueur peut également acheter des créatures mythologiques. Je reviendrai en détail un petit peu plus loin. Tout comme les déplacements héroïques, le joueur peut effectuer des déplacements héroïques. J'en parlerai un petit peu plus loin dans les règles. Passons maintenant à Zeus. Son action obligatoire gratuite est de construire un temple. Le joueur place un temple sur un site de construction vide situé dans une zone terrestre qu'il contrôle. S'il n'y a plus d'emplacement disponible, il peut soit renoncer à cette construction, soit retirer un de ses 4 bâtiments de base afin de construire le temple à sa place. Les temples, ce sont ceux-là. Chaque temple accorde une réduction de 1 pièce d'or lors de l'achat d'une des 4 créatures mythologiques actuellement disponibles. Une créature peut ainsi devenir gratuite. Chaque réduction accordée par un temple ne peut être utilisée qu'une seule fois. Dès qu'un joueur possède, sur l'ensemble des zones terrestres qu'il contrôle, les 4 bâtiments, il peut construire une métropole. Autre action gratuite de Zeus, c'est recruter une prêtresse. Le joueur prend une carte prêtresse et la place devant son paravent. Chaque prêtresse possédée accorde une réduction de 1 pièce sur l'offrande à payer en début de cycle. Si la réduction totale est supérieure ou égale au montant de l'enchère, le joueur ne paie rien. Les prêtresses servent également pendant la phase de coup d'entretien. Le joueur peut alors défausser autant de cartes prêtresses qu'il le souhaite afin de conserver ses créatures mythologiques. Les actions facultatives payantes. Recruter une prêtresse supplémentaire. Le joueur peut recruter une unique prêtresse supplémentaire en payant 4 pièces d'or. Il prend une carte et la place devant son paravent. Une seule fois par cycle, le joueur peut aussi regarder secrètement la première carte créature de la pioche. Il peut ensuite payer 1 pièce d'or pour la jouer immédiatement. S'il décide finalement de ne pas la jouer, la carte est replacée face cachée sur le dessus de la pioche créature. Attention, les réductions accordées par les temples ne s'appliquent pas à cette action. Vous pouvez acheter des créatures et aussi effectuer des déplacements héroïques, mais je reviendrai plus en détail lorsque j'aborderai ces sujets-là. Passons maintenant à Poséidon. Le joueur peut construire un port, ce bâtiment-là, sur un site de construction vide situé dans une zone terrestre qu'il contrôle. Le port est placé à cheval entre une zone terrestre et une zone maritime.
S'il n'y a plus d'emplacement disponible, le joueur peut soit renoncer, soit retirer un de ses autres bâtiments afin de construire le port à sa place. Le port donne une force de +1 à vos flottes dans la zone maritime où il se trouve. Comme d'habitude, dès qu'un joueur possède sur l'ensemble des zones terrestres qu'il contrôle un port, une forteresse, un temple, une université, il les retire pour construire une métropole. Vous pouvez recruter une flotte. Le joueur place une flotte dans une zone maritime voisine d'une zone terrestre qu'il contrôle. Cette zone maritime doit soit être vide, soit être contrôlée par l'une de ses propres flottes. Les actions facultatives payantes sont recruter des flottes supplémentaires. Le joueur peut recruter jusqu'à 3 flottes supplémentaires pendant ce cycle. Le coût augmente à chaque recrutement. La première flotte coûte 1, la deuxième 2, la troisième flotte 3. Ces nouvelles flottes peuvent être réparties sur des zones maritimes, vides ou déjà contrôlées par les flottes du joueur, à condition qu'elles soient voisines de zones terrestres qu'il contrôle. Pour une pièce d'or, vous pouvez déplacer vos flottes. Le joueur peut effectuer un déplacement maritime. Cette action peut être réalisée plusieurs fois tant que le joueur paie une pièce d'or pour chaque déplacement. Vous pouvez également acheter des créatures et des déplacements héroïques, mais encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Un déplacement maritime permet de déplacer une ou plusieurs flottes présentes sur une même zone maritime vers une zone maritime voisine. Le joueur n'est pas obligé de déplacer toutes les flottes présentes dans la zone de départ. Il peut n'en déplacer qu'une partie. Si la zone maritime d'arrivée contient des flottes adverses, un combat maritime débute immédiatement. Une zone maritime vide n'est contrôlée par personne. Cela inclut également une zone qui devient vide après un déplacement ou après un combat dans lequel les deux camps sont éliminés. Prenons un exemple de déplacement maritime. Le joueur bleu décide de déplacer ses flottes avec l'action de déplacement de Poséidon pour aller attaquer le joueur jaune. Il va d'abord payer 1 or et déplace 2 flottes qui rejoignent ces 2 autres flottes dans la zone maritime voisine. La zone quittée, donc ici, elle n'est plus contrôlée. En payant une pièce supplémentaire, il déplace 3 de ses flottes sur la zone maritime de jaune, ce qui déclenche immédiatement un combat maritime. Un combat maritime se déroule en plusieurs rounds, jusqu'à ce qu'un des participants soit éliminé ou qu'un joueur décide de battre en retraite. Chaque round suit toujours les mêmes étapes. Chaque participant va lancer un dé. Il ajoute 1 de force pour chacune de ses flottes engagées dans le combat, puis ajoute également 1 de force pour chaque port qu'il contrôle dans la zone de combat. Le joueur ayant la force totale la plus faible perd le round. Il doit retirer une de ses flottes du plateau et la replacer dans sa réserve devant son paravent. En cas d'égalité, les 2 joueurs perdent le round et retirent chacun une flotte. Si les 2 camps possèdent encore des flottes après le round, le défenseur peut choisir de battre en retraite vers une zone maritime voisine, libre ou déjà sous son contrôle. S'il ne souhaite pas battre en retraite ou s'il ne peut pas le faire, l'attaquant peut alors choisir de battre en retraite à son tour. Si aucun joueur ne se retire, un nouveau round commence immédiatement. On répète alors exactement les mêmes étapes jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur dans la zone de combat. Ce joueur prend alors le contrôle de la zone maritime. Si les 2 camps sont éliminés simultanément, la zone ne reste sous le contrôle de personne. Prenons un petit exemple de combat maritime. Le joueur bleu décide d'attaquer la zone maritime, ici, avec 2 de ses flottes en utilisant une pièce pour l'action facultative de déplacement de Poséidon. Le combat s'engage immédiatement. Il a 2 flottes et un de ses ports est situé dans la zone de combat. Il lance son dé et obtient un 2. Sa force totale est donc de 5. 2, 3, 4, 5. Le joueur jaune a une flotte et un de ses ports est également situé dans la zone. Il lance son dé de combat et obtient 2, ce qui lui fait un total de 4. Le bleu remporte le combat. Le joueur jaune doit détruire sa flotte. Vous voyez, le port est en dessous. Passons maintenant à Arès. Des actions obligatoires gratuites. Construire une forteresse. Le joueur place une forteresse sur un site de construction vide situé dans une zone terrestre qu'il contrôle. S'il n'y a plus d'emplacement, il peut soit renoncer, soit retirer une note de ses bâtiments. La forteresse donne plus 1 de combat pendant les combats terrestres dans la zone où elle se trouve. Dès qu'un joueur possède sur l'ensemble des zones terrestres qu'il contrôle un port, une forteresse, un temple, une université, il le retire. Il retire ces 4 bâtiments pour construire une métropole. Autre action gratuite, recruter une troupe de base. Le joueur place une troupe de base dans une zone terrestre sous son contrôle. Les actions facultatives payantes. Vous pouvez recruter des troupes de base supplémentaires. Le joueur peut recruter jusqu'à 3 troupes de base supplémentaires pendant ce tour. Le coût augmente à chaque recrutement. La première troupe 2 pièces, la deuxième troupe 3 pièces, la troisième troupe 4 pièces. Ces nouvelles troupes peuvent être réparties librement sur des zones terrestres contrôlées par le joueur. Pour une pièce d'or, le joueur peut effectuer un déplacement terrestre. Ces actions peuvent être réalisées plusieurs fois tant que le joueur paie une pièce à chaque déplacement. Il existe 2 types de troupes dans le jeu. Les troupes de base qui appartiennent définitivement au joueur et les troupes mercenaires. Elles sont les troupes grises pouvant être recrutées par tous les joueurs grâce aux héros. Un déplacement terrestre permet de déplacer une ou plusieurs troupes et ou héros se trouvant sur une même zone terrestre vers une zone terrestre accessible. Une zone terrestre est accessible si elle est sur la même île et voisine de la zone de départ,
comme ici, si elle est reliée à la zone de départ par une chaîne de flotte placée sur une ou plusieurs zones maritimes contrôlées par le joueur. Vous n'êtes pas obligé de déplacer la totalité des troupes de la zone de départ, mais si vous le faites, placez-y un jeton contrôle de votre couleur. Cette zone terrestre reste sous votre contrôle tant qu'aucun adversaire ne l'a conquise. Si la zone d'arrivée est occupée par des troupes ou des héros contrôlés par un adversaire, il y aura un combat terrestre. Si la zone d'arrivée ne contient qu'un jeton contrôle adverse, sans troupes mercenaires, ni troupes de base, ni héros, rendez-la à son propriétaire et prenez le contrôle de la zone sans combattre. C'est-à-dire que si j'arrive dans une zone qui est comme ceci, je prends automatiquement le contrôle. Quand vous prenez le contrôle d'une zone marquée d'une icône prêtresse, vous piochez immédiatement une carte prêtresse. Un combat terrestre se déroule en route successif et chacun des participants soit détruit. Chaque participant détermine sa force de combat. Il lance un dé, ajoute une force de 1 pour chaque troupe de base, mercenaires et héros engagés dans le combat. Le défenseur ajoute une force de 1 pour chaque forteresse dans sa zone. Là, il n'y a que le défenseur qui ajoute plus 1. Le joueur avec la force de combat totale la plus faible perd le round. Il supprime une de ses troupes engagées dans le combat et la place dans sa réserve, si c'est une troupe de base, ou dans la réserve générale, si c'est une troupe mercenaire. Il peut décider de supprimer un des héros engagés dans le combat. Dans ce cas, la carte héros est défaussée et le stand-is retourne dans la réserve. En cas d'égalité, les deux joueurs perdent le round. Si après cela il reste encore des troupes ou héros, le défenseur peut décider de battre en retraite. Si le défenseur ne veut pas ou ne peut pas battre en retraite, l'attaquant peut à son tour choisir de battre en retraite. Si aucun des participants décide de battre en retraite, un nouveau round s'engage. Continuez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur dans la zone de combat. Ce joueur prendra donc le contrôle de la zone. Passons donc maintenant à ERA, l'action obligatoire gratuite. Construire un bâtiment de base. Le joueur choisit un bâtiment de base parmi ceux qui ne possèdent pas déjà, un port, une forteresse, un temple ou une université. Il place ensuite ce bâtiment sur un site de construction vide dans une zone terrestre qu'il contrôle. Construction d'une métropole comme d'habitude. Vous pouvez également recruter une troupe de mercenaires. Le joueur prend une troupe de mercenaires dans la réserve générale et la place sur une zone terrestre qu'il contrôle. Les troupes mercenaires sont considérées comme des troupes de base de la couleur du joueur qui les contrôle. Ils peuvent se déplacer, combattre, agir seuls ou accompagner les autres troupes du joueur. Si une troupe mercenaire est détruite pendant un combat, elle retourne dans la réserve générale. Si un joueur contrôle une zone terrestre uniquement grâce à des troupes mercenaires, il doit y placer un jeton de contrôle de sa couleur. C'est action facultative payante. Recruter des troupes mercenaires supplémentaires. Le joueur peut recruter jusqu'à 3 troupes mercenaires supplémentaires pendant ce tour. Chaque troupe mercenaire coûte 3 pièces d'or. Le joueur peut également recruter un héros pour un coût de 4 pièces d'or. Le fonctionnement, je vous parlerai des héros comme je disais un petit peu plus tard. Pareillement pour les créatures, ainsi que les déplacements héroïques. Quand vous recrutez un héros, placez son stand-in sur une zone terrestre que vous contrôlez et gardez la carte devant vous. Chaque héros est une unité avec une force de combat de 1. Il possède 2 capacités supplémentaires. Un pouvoir militaire. Ce pouvoir spécifique s'applique uniquement si le héros fait partie de l'action. Un pouvoir sacrificiel. Ce pouvoir, plus puissant, permet généralement de construire plus facilement une métropole. Si la condition est remplie, vous pouvez à n'importe quel moment pendant les actions de votre dieu sacrifier le héros et appliquer l'effet. On ne peut pas sacrifier de héros pendant le cycle où on le recrute. On ne peut pas sacrifier de héros si on choisit Apollon. Si 2 héros sont en conflit, le pouvoir militaire de l'attaquant est appliqué en priorité. Si plusieurs héros sont sous votre contrôle et que plusieurs pouvoirs militaires se déclenchent simultanément, vous décidez l'ordre dans lequel il les applique. Passons maintenant à Apollon. Le joueur ayant choisi Apollon jouera toujours en dernier pendant la phase d'action. Ses possibilités sont beaucoup plus limitées. Il ne peut ni acheter des créatures mythologiques, ni utiliser ses héros de quelque manière que ce soit. Choisir Apollon revient donc essentiellement à passer son tour afin d'économiser des pièces d'or, tout en s'assurant d'être le premier joueur lors du cycle suivant. Le joueur ayant choisi Apollon dispose d'actions plus limitées, mais il bénéficie immédiatement de revenus et de développement supplémentaires. Il gagne tout d'abord 2 cornes d'abondance, donc ces jetons-là. Il doit placer une corne d'abondance sur une zone terrestre et une autre sur une zone maritime. Chaque corne d'abondance augmente de 1 pièce d'or les revenus générés par cette zone lors des prochains cycles. Une même zone peut en contenir plusieurs. 2 joueurs gagnent ensuite immédiatement 2 pièces d'or. Une fois que tous les joueurs ont réalisé leur action et replacé leur pion offrande sur la piste ordre du tour, le cycle prend fin. La partie se termine immédiatement si un ou plusieurs joueurs contrôlent au moins 3 métropoles ou si un joueur a été éliminé pendant ce cycle. Si aucune des conditions n'est remplie, un nouveau cycle commence. Le vainqueur est le joueur contrôlant le plus grand nombre de métropoles. En cas d'égalité, le joueur concerné possédant le plus de pièces d'or derrière son paravent remporte la partie. Si l'égalité persiste, la victoire est partagée. Les métropoles sont des super bâtiments possédant les effets de tous les autres bâtiments de base. Il existe plusieurs façons d'en construire une. Par le développement économique. Un joueur construit immédiatement une métropole dès qu'il possède un port, une forteresse, un temple et une université, sur l'ensemble des zones terrestres qu'il contrôle. Ces 4 bâtiments sont alors retirés du plateau. Par le développement culturel, dès qu'un joueur possède 4 cartes philosophes, il les défausse immédiatement et construit une métropole.
Grâce à un héros, la plupart des héros possèdent un pouvoir spécifique permettant, si les conditions indiquées sur leur carte sont respectées, de sacrifier le héros pendant son tour afin de construire une métropole. Lorsqu'un joueur construit une métropole, il pioche le premier jeton métropole de la pile correspondante. Il le retourne immédiatement face bonus afin d'appliquer tout de suite l'effet associé. La métropole est ensuite placée sur un site de construction libre situé dans une zone terrestre contrôlée par le joueur. S'il n'existe aucun site de construction libre sur ces zones, le joueur doit détruire un de ces bâtiments afin de le remplacer par une métropole. Il existe également une quatrième manière d'obtenir une métropole, conquérir une zone terrestre contenant déjà une métropole adverse. Dans ce cas, le propriétaire qui perd cette métropole bénéficie immédiatement une dernière fois du bonus associé. Dans ce cas, le joueur qui vient de conquérir cette métropole ne profitera de ce bonus que si lui-même perd plus tard cette métropole à son tour. Quels sont les différents bonus? Gagner 2 troupes de base. Le joueur place immédiatement 2 troupes de base sur une ou 2 zones terrestres qu'il contrôle. Il n'est pas obligatoire de les placer dans la même zone que la métropole nouvellement construite. Gagner une corde d'abondance. Le joueur place un jeton corde d'abondance face une corde visible sur une zone terrestre ou maritime qu'il contrôle. Gagner une prêtresse. Le joueur prend une carte prêtresse et la place devant son paravent. Gagner 3 pièces d'or. Le joueur prend immédiatement 3 pièces d'or depuis la réserve et les place derrière son paravent. Gagner 2 flottes. Le joueur place immédiatement 2 flottes sur des zones maritimes qu'il contrôle. Il n'est pas nécessaire que ces zones soient voisines de la zone terrestre où la métropole a été construite. À l'exception d'Apollon, tous les dieux donnent accès aux créatures mythologiques. Pour acheter une créature, le joueur paie le coût indiqué sous sa carte entre 5 et 2 pièces, en tenant compte des éventuelles réductions accordées par ces temples. Il prend ensuite la carte correspondante et applique immédiatement son effet. Un joueur peut acheter plusieurs créatures pendant son tour, tant qu'il est capable d'en payer le coût. La majorité des créatures possèdent un effet immédiat à usage unique. Ces effets doivent être utilisés immédiatement après l'achat. Il est impossible de conserver une créature pour l'utiliser plus tard. Une fois son effet résolu, la carte rejoint immédiatement la défausse. Si le joueur ne peut pas utiliser l'effet de la créature, celle-ci est défaussée. Certaines créatures possèdent un stand-in. Ces créatures produisent un effet continu affectant une zone terrestre ou maritime du plateau. Le joueur place le stand-in sur une zone correspondant au type indiqué sur la carte qu'il contrôle cette zone ou non. Par exemple, le cerbère, il faut le placer sur une zone terrestre. Cette zone ne doit pas déjà contenir une autre créature mythologique. La carte créature reste visible devant le paravent du joueur. La créature est sous son contrôle et continue d'appliquer ses effets tant que le joueur décide d'en payer le coût d'entretien pendant la phase correspondante. Pendant la phase de coût d'entretien, le joueur peut défausser une carte prêtresse afin de conserver une créature sous son contrôle jusqu'au cycle suivant. À ce moment-là, il peut également déplacer cette créature vers une zone voisine correspondant au type indiqué sur la carte. La nouvelle zone ne doit pas contenir d'autres créatures mythologiques. Si le joueur ne paie pas le coût d'entretien, le stand-in est retiré du plateau et la carte rejoint la défausse. À l'exception d'Apollon, tous les dieux permettent d'utiliser les héros pour déplacer des troupes. Rappel, les héros sont recrutés grâce à l'action facultative de Héra pour un coût de 4 pièces d'or. Chaque héros permet de déplacer des troupes sans avoir besoin d'obtenir les faveurs d'Arès. Le coût augmente à chaque déplacement héroïque effectué pendant le tour. Le premier coûte 1, puis 2, puis 3 et ainsi de suite. Un déplacement héroïque permet de déplacer un héros, seul ou accompagné de troupes, d'une zone terrestre vers une autre zone terrestre, voisine ou accessible grâce à une chaîne de flotte. Si le héros entre dans une zone terrestre ennemie, un combat terrestre commence immédiatement. Un héros possède une force de combat de 1. Si le joueur contrôlant le héros perd un round de combat alors que le héros est accompagné de troupes de base ou de troupes mercenaires, il choisit librement de perdre soit une troupe, soit le héros. Le fonctionnement du combat terrestre reste le même que précédemment. La harpie ne peut pas détruire de héros. Si le joueur ayant choisi Apollon ne peut ni déplacer ses héros, ni utiliser leur pouvoir militaire ou sacrificiel, si un joueur possède les faveurs d'Arès, il n'effectue pas de déplacement héroïque. Quelques petites règles spécifiques. À 4 joueurs, il est possible de jouer en équipe. À 6 joueurs, le mode équipe est obligatoire. Dans cette variante, les partenaires doivent coopérer afin de contrôler ensemble 3 métropoles. Pour des parties plus longues, il est également possible de fixer l'objectif à 4. Les joueurs d'une même équipe s'installent côte à côte afin de pouvoir communiquer librement. Chaque joueur conserve son matériel, ses couleurs, sa couleur, ses unités. En revanche, les pièces d'or sont mises en commun. Une équipe commence donc la partie avec 10 pièces d'or partagées entre les deux partenaires. Les équipes sont totalement libres de gérer cette réserve commune comme ils le souhaitent. Les deux joueurs doivent toujours vérifier qu'ensemble, ils ne dépensent pas plus d'or que ce qu'ils n'en possèdent. À 6 joueurs, vous prenez 10 tuiles archipel. À 4 joueurs en équipe, vous prenez au hasard 8 tuiles. Lors du premier tour de placement pendant la mise en place, 2 équipes ne peuvent pas commencer sur la même île.
Une fois la partie commencée, les règles restent identiques au jeu normal. Chaque joueur continue de gérer normalement ses unités, ses héros, ses créatures et ses déplacements. Les cartes de prêtresse et philosophe ne sont pas partagées entre les équipiers. Un joueur peut déplacer ses unités à travers des zones terrestres ou maritimes contrôlées par son partenaire en payant normalement les coûts associés. En revanche, il est interdit de terminer un déplacement sur une zone occupée par son équipier. Il est donc impossible de combattre son propre partenaire. Dès qu'un joueur construit un bâtiment permettant à son équipe de réunir les 4 types de bâtiments de base, une métropole doit être construite. Peu importe quels bâtiments sont contrôlés par chaque partenaire, cela présente des 4 types au sein de l'équipe compte. Comme dans le jeu de base, la partie prend fin à la fin d'un cycle lorsqu'une équipe contrôle le nombre requis de métropoles. La version à 2 joueurs fonctionne selon les mêmes principes que le jeu en équipe à 4. Pour préparer la partie, prenez 6 tubes archipel, assemblez-les au centre de la table. Chaque joueur va alors contrôler 2 factions et applique les mêmes règles que dans le mode équipe. Vous avez également une nouvelle extension qui est disponible actuellement qui s'appelle Maelstrom, qui rajoute beaucoup de variétés. Ça va venir avec 14 figurines cartonnées, 7 cartes de héros, 13 cartes créatures mythologiques et 9 nouveaux jetons métropole. Les bonus de métropole sont les suivants. Ici, vous allez pouvoir réserver une créature mythologique. Le joueur pose un de ses jetons contrôle sur une créature mythologique de son choix, présente sur la piste de créature. Lui seul pourra acheter cette créature mythologique tant que la carte reste sur la piste. Construire un bâtiment de base, le joueur prend un bâtiment de base de la réserve et le place sur un site de construction vide d'une zone terrestre qu'il contrôle. Gagner une troupe de base et une flotte. Le joueur les place sur une zone terrestre et une zone maritime déjà sous son contrôle. Il n'est pas obligatoire de les placer dans la zone terrestre ou sur une zone maritime voisine de la zone terrestre où la métropole est construite. Au niveau des héros, vous allez retrouver Achille, Antigone, Périclès, Leto, Pénélope, Hippolyte, ainsi qu'Héraclès. Il y a beaucoup de nouvelles créatures comme Équina, Ampossa, les Érénines, Manticore, Hippolactérion, Hippocampe, Triton, Charbide-Esquila, Chiron, Néréide, Guérion, le sanglier de Calydon et Typhon. Tout cela va vous amener beaucoup de variétés, moi je le conseille vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette extension. Elle rajoute de la variété, elle rajoute de nouveaux héros, de nouveaux jetons métropole, c'est vraiment une très bonne extension pour un petit prix. Et vraiment, encore une fois, on va regarder un petit peu quelques cartes. Voilà, là on va faire le tour des créatures. Donc certaines en des standees et pas toutes, comme dans le jeu de base. Encore une fois, un très bon jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Cyclades, vraiment jouez-y une fois. C'est un classique pour moi du jeu de société. C'est un nombre d'heures assez incroyable sur ce jeu. Donc maintenant, avant de passer à l'avis complet sur cette nouvelle édition de Cyclades, si vous aimez ce genre de jeu, où toute l'attention vient autant des joueurs autour de la table que des mécaniques elles-mêmes, vous pouvez évidemment soutenir la chaîne avec un abonnement, un commentaire ou simplement un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également activer la cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles. Cela aide beaucoup la chaîne. Et sur la page principale de YouTube, vous aurez tous mes réseaux si vous décidez de me suivre. C'est aussi toujours intéressant de voir comment vous jouez à Cyclades autour de la table, surtout sur toute la partie enchères et gestion des dieux, parce que j'ai vraiment l'impression que chaque groupe développe progressivement sa propre manière d'aborder le jeu. Et maintenant, on va revenir un petit peu plus tranquillement sur ce que cette nouvelle édition propose réellement en sensation de jeu. Allez, on passe à mon avis. Franchement, ce qui ressort immédiatement avec Cyclades, c'est cette tension permanente autour de la table. On est dans un jeu qui mélange contrôle de territoire, enchères, déplacement militaire, gestion économique ainsi que timing, mais qui arrive malgré tout à garder quelque chose d'assez fluide et de très vivant pendant la partie. Et surtout le cœur du jeu, ce qui crée vraiment son identité, c'est ce système de dieux et d'offrandes. Parce qu'au final, dans beaucoup de jeux de contrôle de territoire, on planifie surtout des actions en fonction de ce qu'on veut faire soi-même. Ici, il faut constamment faire avec ce que les autres vont essayer d'obtenir probablement avant vous. Et cela change énormément la dynamique du jeu. Très souvent, autour de la table, on voit les joueurs hésiter entre économiser pour préparer un gros coup plus tard, sécuriser un dieu, ou volontairement aller provoquer une surenchère pour vider les ressources de son adversaire. Et comme chaque dieu donne accès à des actions très spécifiques, on a une vraie lecture de table qui se crée très naturellement. Quand quelqu'un part sur Arès, par exemple, on sait qu'il va préparer soit un déplacement militaire, soit une attaque. Car au contraire, un joueur vise Athéna, on peut probablement se dire qu'il cherche les philosophes et accélérer la construction des métropoles. Et tout cela crée une tension assez constante, même si ce n'est pas votre tour. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que le système d'enchères n'est pas juste là pour payer des actions. En effet, il structure complètement le rythme de la partie. Parfois, on joue volontairement Apollon pour récupérer un peu d'air, gagner quelques revenus et surtout jouer en premier pour le tour suivant. Et du coup, même le fait de passer devient une décision stratégique et pas simplement un tour faible ou frustrant. Et cette idée de rotation des dieux fonctionne très bien, car elle force les joueurs à s'adapter en permanence. On ne peut jamais simplement répéter le même plan à l'infini, tour après tour. En effet, il faut observer quelles actions sont disponibles, dans quel ordre elles arriveront, combien les autres joueurs sont prêts à investir,
et surtout ce que nous, on est prêt à sacrifier pour obtenir le dieu qui nous intéresse. Et donc cela donne des parties très interactives du début à la fin. L'autre élément qui fonctionne très bien, c'est le lien entre thème et mécanique. Le jeu arrive vraiment à donner cette impression de cité rivale manipulée par les dieux. Le fait que les joueurs implorent les faveurs divines via les enchères avant même d'agir crée quelque chose de très cohérent avec l'univers mythologique du jeu. Même les créatures mythologiques s'intègrent très bien à cette mécanique-là. Certains servent de gros effets immédiats, capables de casser une situation ou de provoquer un retournement assez brutal, tandis que d'autres deviennent des présences persistantes sur le plateau et modifient durablement certaines zones. Et honnêtement, cela participe beaucoup à l'ambiance autour de la table. Il y a toujours ce petit moment où on regarde les créatures disponibles en se disant « Est-ce qu'il va vraiment aller chercher celle-là maintenant ? Est-ce qu'il prépare une attaque ou est-ce qu'il va simplement détruire ma flotte avant mon tour ?» Et comme les créatures changent constamment d'un cycle à l'autre, ça renouvelle naturellement la situation sans avoir besoin de rajouter des couches de complexité énormes. Même chose pour les héros qui apportent une autre forme de flexibilité. Le fait qu'ils permettent de déplacer des troupes sans avoir besoin d'Arès est extrêmement important dans le rythme des parties. Cela ouvre des possibilités d'attaque inattendues et ça oblige les joueurs à toujours surveiller les positions adverses. Et surtout, le système de sacrifice du héros pour déclencher certains effets, notamment la construction du métropole, crée des choix vraiment intéressants. Parce qu'en fait, on doit constamment décider, est-ce qu'on va garder ce héros pour sa mobilité et sa présence militaire, ou est-ce qu'on accepte de le perdre pour accélérer vers la victoire. Et tout cela est encore renforcé avec l'extension Milestorm qui rajoute de nouveaux héros, de nouveaux monstres, et qui va donner une autre dimension aux zones maritimes, une extension que je vous conseille vraiment. Et au niveau des combats, là aussi, je trouve que Cyclades arrive à trouver un équilibre assez intelligent. Les dés apportent évidemment une part d'incertitude, mais les combats restent quand même largement préparés en amont, grâce aux forteresses, aux ports, au nombre d'unités engagées, aux déplacements, et surtout au contrôle des zones maritimes. Parce qu'au final, la mer est peut-être le vrai cœur stratégique du jeu. Les flottes servent à se déplacer, à relier les îles, à projeter des attaques, à renforcer certaines positions, mais aussi à empêcher les autres joueurs de se développer correctement. Et du coup, même sans être en guerre permanente, il y a cette tension militaire toujours présente autour de la table. Ce que je trouve également très réussi, c'est le rythme général des parties. Les cycles sont assez rapides, les tours sont dynamiques, et comme les actions disponibles sont limitées par les dieux, les joueurs ont généralement des tours assez lisibles. On évite beaucoup de longueurs qu'on retrouve régulièrement dans les gros jeux de contrôle de territoire. En parallèle, le jeu garde quand même une grande profondeur stratégique, parce qu'il faut gérer son économie, ses déplacements, ses bâtiments, ses opportunités de métropole, ses défenses, ses offensives et l'ordre des dieux. Et tout ça sans jamais donner l'impression d'être un jeu lourd mécaniquement. Je trouve aussi que la construction des métropoles est particulièrement intéressante, car elle offre plusieurs chemins vers la victoire. Car on peut développer progressivement ses bâtiments, miser sur les philosophes, utiliser certains héros, ou carrément conquérir des métropoles adverses. Et cette multiplicité des approches rend les parties très ouvertes. On n'a pas l'impression qu'il existe une seule stratégie dominante. Au niveau de l'accessibilité, je trouve que le jeu reste relativement simple à appréhender au niveau de ses règles. Les actions des dieux sont très lisibles, les tours suivent la même structure, et les objectifs restent clairs. En revanche, la vraie difficulté provient de l'anticipation et de la lecture de la table. Car Cyclades demande à apprendre à gérer le timing, les enchères, les priorités et les risques économiques. Du coup, je pense que c'est un jeu qui fonctionnera particulièrement bien avec les joueurs qui aiment l'interaction forte, la négociation implicite, bien entendu les jeux de majorité et de contrôle, et les parties où il faut constamment surveiller les intentions adverses. Les enchères et les retournements de situation viennent constamment changer vos plans. Et il faut accepter cette part d'adaptation permanente. Mais justement, c'est ce qui donne au jeu autant de personnalité. Parce qu'au final, Cyclades n'est pas seulement un jeu de conquête et de gestion, c'est surtout un jeu de tension, de tempo et d'opportunisme. Un jeu où chaque décision semble avoir un coût réel, un jeu où l'économie devient presque une arme, et un jeu qui réussit très bien à créer des moments mémorables autour de la table, simplement grâce aux interactions et aux choix proposés par les dieux. Et personnellement, c'est ce que j'apprécie le plus.